C'est rassurant, Monsieur le Président. Voilà. Vous avez pris peut-être un train de mesures pour aider les entreprises ivoiriennes à émerger ensemble avec la Côte d'Ivoire. Oui. Mais certaines PME parlent un peu de leurs difficultés à accéder aux prêts bancaires. Oui. Elles souhaiteraient peut-être un fonds de garantie pour leur permettre d'emprunter plus facilement. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question de David Mobio concernant la préférence nationale. Je pense que mon expérience personnelle, quand j'étais au Fonds monétaire, il y a des pays que je ne nommerai pas qui ont pratiqué ce système de préférence nationale. Ça n'a jamais marché. Pas seulement en Afrique, mais en Asie, en Amérique latine, même en Europe. Et ils l'ont abandonné. Ce que j'ai demandé au ministre de faire, ce que j'ai fait à la Banque centrale quand j'étais gouverneur, que sur tous les gros marchés, on soit sûr que des entreprises ivoiriennes sont dans le lot des éléments à construire. Par exemple, si c'est un immeuble, qu'un certain nombre de certaines parties soient donc attribuées à des entreprises ivoiriennes. Il faut amener les entreprises ivoiriennes à s'insérer dans le processus donc de gestion et de marché des grandes entreprises. D'abord, ça leur permet d'avoir des marchés. Deuxièmement, ça leur permettra également d'apprendre comment est gérée une grande entreprise et donc d'améliorer leur gestion. Et troisièmement, de se développer et pourquoi pas un jour de devenir une grande entreprise qui peut exporter. Je préfère cette formule de demander aux entreprises qui investissent en Côte d'Ivoire de trouver des partenaires ivoiriens pour leur activité. Monsieur le Président, certains de vos compatriotes, malgré l'embellie, ne ressentent pas les effets au quotidien. Ils se plaignent de la cherté de la vie. Oui. Quelle est votre réponse? Oui, c'est un domaine, je disais tout à l'heure, j'entends beaucoup cela. Oui, non, je l'entends. Et donc, en me disant, voilà, il y a un problème avec le coût de la vie. C'est vrai. Jusqu'à un certain point. Vous savez, quand on prend l'indice, parce que nous disons le taux d'inflation n'est que de 2%. Pourquoi? Au Ghana, c'est 30%. Et dans d'autres pays, c'est pire. Mais évidemment, l'Ivoirien dira ça, c'est le problème des Ghanéens, c'est pas le problème des Ivoiriens. Je suis d'accord. Mais quand vous prenez l'indice, vous avez donc l'alimentation, qui est un élément important, 40%. Vous avez le logement, vous avez le transport, vous avez donc l'énergie, vous avez la santé, vous avez l'éducation. C'est le coût de service dans chacun de ces secteurs qui constitue le coût de la vie. Monsieur le Président, c'est ça le problème, parce que l'Ivoire ne comprend pas ce thème technique-là, mais il ne ressentent pas. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Donc maintenant, les gens se focalisent sur l'alimentation. Et moi, je me suis focalisé sur l'alimentation. Et le ministre du Commerce est en train de faire un travail extraordinaire. Je lui ai dit, bon, mais écoutez, maintenant, prenez les produits de base et faites-moi des propositions. Que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur le transport, que ce soit sur la construction des pistes, d'amener les produits vivriers, par exemple, de telle région à la capitale régionale, que ce soit les questions de raquettes, que ce soit les questions de cartels, et ainsi de suite. Et à la rentrée, nous allons annoncer des mesures très fortes pour montrer que dans le domaine de l'alimentation, ces mesures permettront de résoudre en partie cette question. Bien sûr, si le prix du riz augmente dans le monde entier, nous ne pouvons pas faire autrement que de suivre. Mais même là, j'indiquerai que sur le riz, nous avons augmenté la production du riz. Nous étions à peine à 500-600 000 tonnes de production. Maintenant, nous sommes à 1 300 000 tonnes. Et en 2016, nous serons à 3 millions de tonnes. Avec l'Office national du développement. Oui, de développement. Et donc, nous aurons la capacité maintenant, pas seulement de produire pour nous-mêmes, mais d'exporter. Je prends les tomates, je prends les oignons, toute une série. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps, mais bien que ce soit la préoccupation majeure de nos concitoyens, je vais les rassurer, dire à mes concitoyens que sur ces questions, nous prendrons des mesures très fortes en septembre, sur toute la ligne, et que nous ferons en sorte que le racket, on va prendre des mesures, je ne vais pas les annoncer parce qu'il y a des mesures surprises pour ceux qui raquettent. Les cartels, nous prendrons des mesures.
les pistes rurales, il y a un travail qui est en cours et ainsi de suite. Deuxième dossier, le logement, parce que ça contribue aussi au bien-être des populations. Vous voyez tous les logements que nous sommes en train de construire, logements sociaux, logements à moyen standing, même logements de haut standing pour les gens de la BAD qui vont revenir. Et là également, nous avons adopté récemment une réglementation en la matière des loyers et nous avons fait en sorte qu'il y ait surtout la question de l'offre, qui est beaucoup plus de logements. Parce que vous savez dire que, bon, on va dire qu'on ne dépasse pas tel montant pour un 2 pièces, ça n'a pas de sens parce que, bon, il y aura toujours quelqu'un qui viendra par derrière donner autre chose. Il faut plutôt mettre sur le marché beaucoup de logements, beaucoup d'appartements et donner une réglementation de la manière dont ça doit se faire, qu'on ne demande pas 6 mois de dépôt, etc. Et après, nous avons également le problème du transport. Et là, il y a eu des mesures importantes dans le domaine du transport. Tout ça va conduire à une baisse de l'ensemble de tout ce qui était ramassé à droite, à gauche par les uns aux autres. Je ne veux pas stigmatiser quelqu'un dans le domaine du transport. Et je pourrais continuer. Vous voyez, dans le domaine de l'énergie, nous avons quand même baissé le coût de l'abonnement. Donc si vous prenez les choses les unes après les autres, vous verrez qu'il y a tout de même toute une série de mesures qui sont en voie d'être mises en œuvre. Et tout cela sera accéléré à compter de septembre pour qu'effectivement le problème du coût de la vie, les Ivoiriens diront « Ah, il y a un soulagement ». Monsieur le Président, permettez de revenir sur la question du logement. C'est une problématique qui intéresse les Ivoiriens. Vous l'avez dit, vous avez mis en place une politique de logements sociaux. Récemment, on a vu des inondations qui ont fait plusieurs morts dans le district d'Abidjan, qui comptent énormément de quartiers précaires. Alors, quel regard d'abord pour ce qui est arrivé récemment? Vous savez, je pense que c'était des moments tragiques pour vraiment notre pays, pour les populations, pour toutes ces familles endeuillées. 33 morts en quelques semaines avec ces pluies diluviennes. Mais c'est également les difficultés du passé. Et il faut avoir le courage de les résoudre, ces problèmes. Nous avons pris des mesures d'urgence par rapport à ces populations qui sont des populations très défavorisées, mais il faut leur trouver des logements, mais il faut surtout s'assurer que toutes les voies d'eau sont libérées et que les prochaines pluies n'auront plus ces problèmes d'engorgement qui font que, bon, on retrouve des gens dans l'eau qui se noient et ainsi de suite, des maisons qui s'écroulent parce que ce ne sont pas des maisons habitables, des paillotes et des choses de ce genre. Je pense pour ma part qu'il y a un devoir de solidarité que nous devons développer tous ensemble. C'est important. Dans une nation, la politique sociale doit donner la préoccupation aux plus défavorisés. Et je crois que nous avons commencé à faire cela au niveau du ministère de la Solidarité, le ministère de la Construction et de l'Assainissement, et nous allons continuer. C'était un drame et nous devons y mettre fin. Je souhaite que pour les prochaines saisons de pluie, nous n'aurons plus ce problème. Mais ça, vous savez également que les pluies que nous avons eues en juin, qui ont causé ces morts, nous n'en avons pas eu depuis une cinquantaine d'années. C'était les pluies les plus fortes depuis 1965. Donc c'était un peu un genre de tsunami, un mini-tsunami, c'était quelque chose d'exceptionnel. Même si c'est exceptionnel, nous avons l'obligation de nous organiser pour que des vies humaines ne soient pas perdues à cette occasion. Monsieur le Président, le gouvernement doit-il arrêter ou poursuivre ces opérations de déguerpissement face, il faut le dire, au refus de certains habitants de ces quartiers précaires? Non, je voudrais vraiment plaider, même supplier ces populations d'accepter de partir. Parce que vous voyez, c'est dans leur intérêt. Nous souffrons trop de voir ces personnes emportées par les eaux. Il ne faut pas résister. Nous devons trouver des solutions pour les faire partir. Et j'ai demandé au ministre de la Construction de faire en sorte que, bien sûr, maintenant nous utilisons les salles de classe puisque c'est les vacances, mais nous devons développer un programme rapidement pour pouvoir déloger ces personnes et vraiment détruire ces constructions. Nous n'avons pas le choix.
c'est dans leur intérêt et c'est dans l'intérêt national. C'est ma responsabilité en tant que président de la République. Je suis comptable du bien-être de chaque Ivoirien et je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. Monsieur le Président, est-ce que votre vision de l'excellence, est-ce que vous ressentez cette vision-là dans les résultats de fin d'année au niveau du primaire, du secondaire, des universités et même des grandes écoles? Oui, tout à fait. Je pense que, bon, d'abord, le prix d'excellence. Vous savez, s'il y a un moment qui a été un moment fort pour moi, c'était le vendredi 1er août, à l'occasion du prix d'excellence. Quand j'ai vu tous ces jeunes, surtout les jeunes filles, on sent qu'elles en veulent, vous voyez, et que ces jeunes sont déterminés. Il y a une, quand elle a reçu son prix, elle avait 16,70 de moyenne. Je dis, ah, mais félicitations, je suis fier de toi comme tes parents. Je dis, mais l'année prochaine, tu auras 17. Il me dit, mais Monsieur le Président, je ferai mieux que ça. Alors, vous voyez, ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup de joie à présider cette cérémonie. Alors, dans tous les secteurs, on parle souvent de l'université, mais si vous prenez le primaire, le BEP, le CEP, le taux a été bien meilleur, quasiment le double des taux antérieurs. Vous prenez le BEPC, on a des taux largement supérieurs aux taux antérieurs. Vous prenez le bac. Partout, nous avons évolué d'au moins 10, 20 ou 30 points en 2 ans. Je voudrais féliciter le ministre Kanya Kamara, vraiment une femme d'exception. Dans ce domaine, elle fait un travail exceptionnel également. Vous allez dire que je félicite tous mes ministres, mais c'est la confirmation que j'ai une bonne équipe. Maintenant, vous savez, il y a un autre élément que les gens oublient, c'est le taux brut de scolarisation. Quand j'ai pris fonction, le taux brut de scolarisation était aux alentours de 75%. En 2013-2014, nous sommes à 94%. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, nous serons à 100%. D'ailleurs, en vue de cela, j'ai demandé au Premier ministre que nous devons rendre maintenant l'école obligatoire, parce que nous avons la capacité, avec les constructions des classes et puis le nombre de professeurs que nous avons recrutés, que tous les enfants de 6 ans puissent aller à l'école. Nous allons prendre une loi, nous allons proposer une loi, envoyer en tout cas un décret d'application qui dira que maintenant l'école sera obligatoire pour tous les enfants qui ont 6 ans. C'est une évolution importante et c'est la connaissance qui créera le progrès. Alors, si nous arrivons à scolariser tous nos enfants partout sur le territoire national, pas seulement dans les villes, mais également dans les campagnes, dans les villages, voyez-vous ce que la Côte d'Ivoire sera dans 15 ans, dans 20 ans? Ce sera le pays modèle dont je vous parle. Et c'est ce que, d'ailleurs, nos pères fondateurs, l'hymne national, c'est ce que nous disons, nous voulons être un pays modèle. Alors, Monsieur le Président, un sujet tout aussi important, il s'agit de celui de l'emploi jeune. Oui. Alors, vous avez promis 1 million d'emplois à la jeunesse ivoirienne en 5 ans. Alors, quel est le nombre d'emplois qui ont été créés et quel bilan faites-vous après 3 ans d'exercice du pouvoir? Oui. Vous savez, j'étais certain que cette question me serait posée. La difficulté que nous avons de communiquer ce qui se fait, c'est parce que tant que quelqu'un n'a pas une personne dans son foyer qui a un emploi, dit que le problème de l'emploi n'a pas été résolu. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de l'Emploi m'a envoyé des fiches où nous avons créé près de 300 000 emplois déjà dans les secteurs industriels, commerciaux et autres. Et avec le ministre de l'Agriculture, avec le programme national d'investissement agricole, hier soir, je l'ai interrogé, il me disait sur sa fiche, on aura 880 000 emplois en 2015, créés dans l'agriculture. J'ai dit non, c'est pas ça qui m'intéresse parce que je sais que les journalistes vont me demander combien d'emplois ont été créés. Alors, tenez-vous bien, nous avons créé 500 000 emplois dans le secteur agricole, plus les 300 000 dans les autres secteurs. Donc nous sommes à 800 000 emplois déjà. Donc atteindre le million, bien sûr, sera quelque chose de très facile en 2015. C'est dire que nous tenons nos objectifs. Bien évidemment, dans les grandes villes, la question du chômage est beaucoup plus forte, et surtout chez les jeunes. J'ai parlé des ex-combattants tout à l'heure. Sur les jeunes, je continue de mener une réflexion parce que, vous savez, nous avons des fonds jeunes à la jeunesse, nous avons des fonds jeunes
au ministère de l'Emploi, nous avons des fonds jeunes au ministère du Plan, nous avons des fonds jeunes, la DDR est un fonds jeune, nous avons des fonds jeunes dans d'autres ministères. Peut-être c'est tout ça qui crée le sentiment de dispersion et de non-focalisation de notre politique en matière d'emploi des jeunes. Donc j'ai dit au Premier ministre et au secrétaire général de la présidence qu'en septembre, je voudrais qu'on trouve une formule, une autorité ou même un ministère qui soit consacré à la question de l'emploi des jeunes et qui va être doté non seulement de ressources, nous mettrons des ressources à disposition, des fonds importants pour démarrer cette question de l'emploi des jeunes. Mais ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement, c'est aussi l'affaire des jeunes. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a de grosses entreprises qui ont des projets où ils ont besoin de main-d'œuvre. Et quand je reçois les présidents ici de ces structures, je leur dis, mais écoutez, il faut recruter nos jeunes. Qu'est-ce qu'ils me disent? Mais monsieur le président, d'accord, mais quand nous faisons faire des tests à ces jeunes, ils n'ont pas le niveau. Oui, ces 10 dernières années ont été catastrophiques pour la Côte d'Ivoire, parce que l'école n'a pas été à niveau. Les pauvres étudiants n'ont pas reçu de formation, ni à l'université, ni dans la formation technique, dans l'enseignement technique. Alors donc je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place une période de stage, de formation, même de recyclage, et que l'État vous apporte un soutien? C'est tout ce mécanisme que nous sommes en train d'étudier, mais parce que je veux crever l'abcès du problème de l'emploi des jeunes. Si nous ne nous occupons pas de notre jeunesse, nous aurons échoué. Ils sont les plus nombreux, ils ont été utilisés par nous les hommes politiques, je dis nous parce que je ne veux pas accuser qui que ce soit, et nous devons leur donner un avenir. Ils doivent avoir confiance en la politique qui est menée par ce gouvernement. Et ils verront à partir de septembre que les mesures fortes seront annoncées. Mais je n'ai pas parlé des femmes, parce que les femmes, grâce à la première dame, ça se passe très bien. Avec le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui reçoit des ressources non seulement nationales, mais même des ressources extérieures. Et d'ailleurs, je l'ai encouragé à augmenter ses interventions. Dans des quartiers comme Yopougon, elle me disait qu'il y a pratiquement 300 000 femmes qui ont déposé des dossiers, mais ils n'ont pu donner qu'à 30 000 personnes. Alors, donc, ça veut dire que là également, pour les femmes, il y a quelque chose à faire. Tout cela se résume à une question de ressources. Si l'État est bien géré, nous pouvons mettre en place des ressources pour nous occuper des victimes, des proches des victimes. Nous pouvons mettre en place des fonds pour nous occuper des démobilisés. Nous pouvons mettre en place des fonds pour nous occuper de l'emploi des jeunes, des fonds pour les femmes, des fonds en place pour régler la question de la dette intérieure. Voici ma stratégie. Il faudrait un pool de ressources provisionnées pour régler ces problèmes spécifiques. Bien sûr, il y a la gestion quotidienne de l'État, la restructuration de la justice. C'est également un dossier auquel j'attache beaucoup d'importance et nous allons développer les ressources pour cela. Et sur ça, j'envisage d'aller sur les marchés internationaux encore avant la fin de l'année, sauf si les banques locales disent « Ah ben, monsieur le président, au lieu d'aller à l'extérieur, nous avons de l'argent, venez, nous allons vous faire des crédits à 10 ans, 5%, mieux que les marchés internationaux, parce que la Banque mondiale viendra. » Le président Jim Kim m'a dit qu'il va augmenter les concours de la Banque mondiale et de l'IDA à la Côte d'Ivoire. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire est un cas modèle et il veut nous apporter son soutien. Monsieur le Président, nous ne saurions terminer cet entretien sans parler de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde. Vous avez entrepris une vaste offensive diplomatique à travers le monde. Les acquis sont nombreux. On peut citer le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, la récente visite du président français ici et bien d'autres illustres personnalités asiatiques, européennes et tous en Côte d'Ivoire. Alors faites-nous le bilan de cette offensive diplomatique et puis on peut dire aussi éco-diplomatique. Mais ce que je peux dire à mes concitoyens, c'est que Magellan est de retour. On m'a reproché d'avoir trop voyagé
en 2012-2013, on a vu les résultats. J'ai eu une période d'interruption, mais maintenant, évidemment, je suis en pleine forme. Donc, je reprends mon bâton diplomatique à compter du mois de septembre. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu il y a quelque temps avec une canne que les Ivoiriens ont même baptisé la canne de l'émergence. Et aujourd'hui, vous êtes sans canne. Est-ce que ça veut dire que le président des Ivoiriens est en pleine forme? Le président des Ivoiriens est en pleine forme. Il fait sa marche, il fait ses exercices, il nage, il a perdu du poids, il fait tout ce que les médecins disent de faire à partir d'un certain âge. Et prêt pour un deuxième mandat, je crois que il n'y a pas de doute que je suis prêt pour un deuxième mandat, si les Ivoiriens le veulent bien. Mais ceci étant, je suis conscient que nous avons beaucoup donné en 2012 et 2013 dans le domaine diplomatique. Surtout la période de la CEDEAO. Nous avons fait quand même en 2012 10 sommets en un an à Abidjan sur la question du Mali et de la Guinée-Bissau. D'ailleurs, mes pères en mars à Yamoussoukro m'avaient demandé de continuer pour une 3e année, mais je dis non, maintenant il faut que je m'occupe totalement de mes concitoyens. Alors, mais nous continuerons, nous allons ouvrir de nouvelles perspectives. J'envisage d'effectuer une visite officielle en Corée, donc avant la fin de l'année, sans doute au Maroc, sans doute en Turquie, et ainsi de suite. Et donc notre diplomatie vraiment se développe rapidement. Et nous avons restructuré aussi le ministère des Affaires étrangères pour que la diplomatie ne soit pas la diplomatie de tout simplement véhiculer les ministres en mission et des choses comme ça, mais plutôt une diplomatie économique. Envoyer des gens compétents qui peuvent, si quelqu'un doit aller à Washington, il faut qu'il ait la connaissance de l'anglais. Si nous avons quelqu'un en Turquie, il faut qu'il ait la connaissance de l'anglais ou une langue arabe, et ainsi de suite. Nous voulons faire en sorte que nos diplomates soient eux-mêmes à l'aise. Et donc, j'ai entrepris de régler tout ce qui a trait aux arriérés de bourses, de loyers, de frais de scolarité, etc., dans les ambassades. Donc, tout cela est en cours et par conséquent, et de réduire aussi les effectifs. Vous prenez l'ambassade de Paris, nous avions près de 145 personnes à l'ambassade de Paris. Alors, nous allons réduire cet effectif à 70. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et l'inconvénient, en ayant 145 personnes, c'est qu'on paie les gens de temps en temps. On paie le loyer des gens de temps en temps. Quand ils ont des frais médicaux, on le paie de temps en temps. Mais si l'effectif est normal, à peu près de 70 pour une grande ambassade comme Paris, mais à ce moment-là, ils n'auront plus de problème de salaire, ils n'auront plus de problème de loyer, ils n'auront plus de problème de faire payer les frais de scolarité de leurs enfants, les frais de santé, etc. Donc nous avons une restructuration d'ensemble. Mais en même temps, nous allons nous faire en sorte que dans les pays d'Asie et du Moyen-Orient, nous ayons une plus large couverture. Par exemple, si quelqu'un est ambassadeur en Inde, il faut qu'il couvre 3 ou 4 pays où nous sommes complètement absents. Et ainsi de suite, ou en Amérique latine. Donc la Côte d'Ivoire va accroître sa cartographie diplomatique. Avec moins de monde, nous serons représentés dans beaucoup plus de pays dans le monde. Donc je suis confiant que la Côte d'Ivoire sera mieux connue, sera mieux appréciée. Et en ce moment-là, vous savez, tout ça contribue également à nous organiser l'avenir. Ça veut dire que nos jeunes Ivoiriens qui veulent aller pour des formations, qui veulent s'associer à des entreprises turques ou autres, mais ce sera plus facile parce que nous avons un ambassadeur sur place. Donc dans le domaine de la diplomatie, je suis particulièrement satisfait de ce que nous avons fait et nous continuerons dans cette voie. Ça demandera encore beaucoup de voyages et je compte à compter de septembre, bien sûr après ma visite d'État à Daoukro, chez mon aîné Henri Konan Bédié, en mi-septembre, et l'Assemblée générale des Nations Unies vers le 20 septembre. À partir d'octobre, nous commencerons à nouveau des visites. Alors vous direz, voilà, Magellan a repris, mais c'est pour la bonne cause que je le ferai. Bien, Monsieur le Président, vous-même vous le dites, hein, les Ivoiriens ont vite fait de vous appeler Magellan, du nom de cet explorateur français qui a fait le tour du monde. Vous avez beaucoup voyagé parce que vous tenez à l'intégration. Notamment l'intégration sous-régionale, qui constitue l'une de vos priorités. Vous avez réveillé le Conseil de l'Entente. Vous avez géré avec maestria vos 2 mandats à la tête de la CEDEAO.
Aujourd'hui, on voit une nouvelle forme de coopération depuis quelques années avec le voisin, le Burkina Faso. Alors, que retenir finalement de cette volonté commune du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire concernant l'intégration? Vous avez même souhaité que cet exemple soit multiplié au niveau de la sous-région. Tout à fait. Vous savez, ce traité d'amitié, il a été instauré par mon prédécesseur, donc je voudrais le féliciter d'avoir pris cette initiative. Nous en sommes au 4e sommet. C'est un modèle de coopération parce que les deux pays sont tellement imbriqués. Vous savez que la Haute-Volta faisait partie de la Côte d'Ivoire. C'était la Haute-Côte d'Ivoire par le passé. Ensuite, c'est devenu le Burkina Faso. Nous avons des millions de personnes d'origine burkinabé en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'Ivoiriens maintenant s'installent au Burkina pour faire des affaires, acheter des maisons. Alors, tout ceci fait que, en plus des liens séculaires, de la proximité géographique, il y a des relations de confiance entre les deux gouvernements qui nous amènent à aller beaucoup plus loin que dans la coopération avec les autres pays. Le président Blaise Compaoré, moi je le connais depuis une vingtaine d'années, depuis que j'étais directeur Afrique au Fonds monétaire international. Et c'est un gestionnaire rigoureux, c'est un président qui a fait des miracles pour son pays, il a fait beaucoup de chantiers qui sont admirables. Alors nous avons ensemble cette volonté d'aller plus loin dans le développement d'un certain nombre de projets communs. D'abord il y a la réhabilitation du chemin de fer. La fameuse régie Abidjan-Niger, vous êtes trop jeune pour savoir ça, mais la RAM s'appelle la régie Abidjan-Niger, ça veut dire que ce chemin de fer aurait dû aller jusqu'au Niger. Ça n'a jamais été le cas. Mais dans 2 ans, ce sera le cas. Nous commencerons les travaux avant la fin de l'année. Il y aura la réhabilitation de la partie Abidjan jusqu'à Kaya au Burkina, et ensuite de Kaya jusqu'à Dori, la mine de Tambao, et au Niger. Donc dans 2 ans, ce dont nous parlions dans les années 50, la région Abidjan-Niger deviendra une réalité. Nous avons également l'ambition de faire l'autoroute. Abidjan, c'est déjà fait jusqu'à Yamoussoukro. Nous allons faire de Yamoussoukro à Bouaké, Bouaké-Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso-Ouagadougou. C'est un projet majeur et ce sera un élément d'intégration parce que cette autoroute ne fera pas partie, disons, des domaines de chaque État. Nous allons signer une convention pour que ce soit l'extraterritorialité. Une fois qu'on est sur cette autoroute de Ouagadougou, il y a le péage, mais il n'y a pas de policiers, il n'y a personne, il n'y a pas de douanier. Vous pouvez venir jusqu'à Abidjan et vice-versa. C'est un signe fort. En réalité, qu'est-ce que nous voulons? C'est faire ce que l'Allemagne et la France ont fait. C'est cela. Après, donc au niveau de l'Union européenne, et je crois que nous sommes en mesure de le faire. Nous sommes 2 partenaires importants au sein de l'Union économique et monétaire et également au sein de la CEDEAO. Et si ce modèle de coopération marche comme ça marche entre l'Allemagne et la France, ça fera tache d'huile avec les autres pays. Je pourrais citer d'autres projets, mais le communiqué de presse l'a dit, il y a le pipeline, il y a la fourniture d'électricité, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est un pas important. Et je me réjouis que nous soyons en phase, pas seulement au niveau des chefs d'État, mais au niveau des 2 premiers ministres et au niveau des 2 gouvernements. Bon, les peuples, bien sûr, s'entendent à merveille, donc c'est une bonne évolution. La sous-région ouest-africaine est aujourd'hui confrontée à la menace de groupes terroristes, AQMI et Boko Haram. La France, dans le cadre de cette lutte, a mis en place l'opération baptisée Barkhane. Alors, c'est vrai que vous n'êtes plus à la tête de la CEDEAO, mais que prévoit la CEDEAO pour cette lutte et votre vision de la lutte contre le terrorisme, Monsieur le Président? Oui, c'est un domaine qui est compliqué, qui est délicat, où il faut beaucoup de moyens. Moi, je me félicite des décisions prises par le président Hollande. Et nous avons d'excellentes relations, comme tout le monde le sait, avec le président Jonathan Goodluck du Nigeria également. La situation au Nigeria est vraiment dramatique avec l'enlèvement de ces jeunes lycéens et tous les problèmes donc, que nous constatons là-bas, des explosions tous les jours, des morts, des blessés.
Alors, au niveau de la CEDEAO, nous avons pris un certain nombre de mesures, que ce soit au niveau donc, du contrôle du terrorisme, bien sûr en n'ayant plus d'informations entre nous, plus de contacts entre nos services de renseignement, mais également la possibilité de mettre en place une force de réaction rapide. C'est un projet auquel nous tenons beaucoup, aussi bien moi-même, le président Jonathan Macky Sall et d'autres. Nous avons également la question de la piraterie maritime. Vous savez, bon, il y a un an, il y a eu tout de même des bateaux qui ont été détournés au large ici, ce qui nous a amené d'ailleurs à acheter ce bateau, donc l'émergence. Voilà le patrouilleur qui a été donc inauguré hier. Savez-vous que depuis 1978, la Côte d'Ivoire n'avait plus de patrouilleurs? Depuis 1978. Ça fait quoi? Ça fait 36 ans. Donc maintenant, nous allons commencer à donner tous les équipements nécessaires à nos forces armées, que ce soit la marine et pour l'aviation également. Nous allons faire la même chose. Nous allons, sous réserve des dispositions concernant l'embargo des Nations Unies, nous allons acheter des petits avions de surveillance, des petits bombardiers, etc. Bien sûr, pour l'armée de terre, nous avons fait ce qu'il faut. Pour la gendarmerie, pour la police. Donc, vous voyez, la lutte contre le terrorisme, c'est un tout. Hein. Le ministère de la Sécurité est en pole position dans cette affaire parce que l'aspect renseignement, l'aspect déplacement des agents de renseignement, l'aspect contact avec un certain nombre de personnes qui peuvent nous être utiles, aussi bien dans les pays voisins que dans les autres, dans les grandes capitales. Mais c'est une menace pour tous, pas seulement pour le Nigeria ou pour le Mali, et c'est pour cela que nous attachons donc une importance particulière à suivre ce dossier en relation avec le nouveau président de la CEDEAO, le président Mahama Dramani. Monsieur le Président, dès l'entame de cet entretien, vous avez énoncé les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas à ce sommet États-Unis-Afrique, où 50 pays chefs d'État sont, mais vous avez quand même dépêché votre Premier ministre avec une forte délégation. Mais quel est l'enjeu véritablement de ce sommet États-Unis-Afrique? Mais l'enjeu pour nous, vous savez, c'est essentiel. C'est la première puissance mondiale, hein, que ce soit au plan économique, au plan militaire, au plan technologique. Moi, je me réjouis que le président Obama ait pris cette initiative. Ceci permettra quand même de renforcer les liens avec les États-Unis, pas seulement avec le président Obama. Vous savez, les Américains ne connaissent pas l'Afrique, hein, bien qu'il y ait une forte population d'origine africaine. Et donc déjà, voir des chefs d'État africains, etc., c'est quelque chose d'important, voir des hommes d'affaires africains, voir des jeunes africains qui ont été dans les universités, tout ça contribue à renforcer les liens entre le continent africain et les États-Unis. Mais au-delà, au plan donc, des avantages financiers, il y aura tout de même des entreprises américaines, grosses entreprises comme General Electric et autres, qui sont déjà ici d'ailleurs, ou Cargill et autres, qui vont renforcer leur investissement en Côte d'Ivoire. Le démarrage de l'AGOA, par exemple? Oui, je pense que c'est quasiment acquis. Ce que j'apprends, que le président Obama a saisi le Congrès pour que cela puisse se faire. Et l'AGOA, donc, sera renouvelée, j'espère, pour 15 ans, comme le président Obama l'a souhaité. Je vous remercie tous les deux. Je voudrais dire à mes concitoyens que nous sommes à la veille de la fête nationale. Nous sommes le 6 août au soir. C'est un moment important pour moi et je crois que ça l'est pour tous nos concitoyens. Je voulais m'adresser à vous, chers concitoyens, pour vous faire le point de la situation dans notre pays, vous dire non seulement ma vision que vous connaissez déjà, mais nos réalisations, nos espoirs, également ce que nous attendons de chacun des Ivoiriens. Nous devons chaque jour nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Pas seulement le chef de l'État, mais chaque Ivoirien doit avoir cette volonté de contribuer à l'amélioration de la situation de nos concitoyens. Mon rêve
c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ça veut dire un pays où il fait bon vivre. Un pays où on aura fini avec les problèmes de maladie, de pauvreté. Un pays rassemblé, où nous aurons laissé derrière nous toutes les querelles du passé. Un pays où la réconciliation sera vraie. Et je salue les décisions prises récemment par les partis d'opposition. Un pays où nous devons tous regarder dans la même direction. Mais cela veut dire aussi un pays démocratique. Un pays qui respecte les droits des citoyens. Moi, j'ai foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire.